Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Ça y est, c'est terminé. Cette vidéo est la dernière de cette série consacrée au tournoi olympique, notamment où j'ai pu couvrir les équipes de France féminines et masculines de handball. Je tenais quand même à faire cette dernière vidéo. Le jour où je tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche 11 août 2024 et les Jeux Olympiques viennent de se terminer à l'instant. Plus d'épreuves, plus rien, c'est fini. On remballe comme on dit et on remballe sur une sacrée victoire. Le tournoi masculin s'est terminé aujourd'hui sur la victoire écrasante du Danemark contre l'Allemagne sur le score de 39-26. Alors bien sûr dans ces vidéos j'avais l'habitude davantage de parler des équipes de France, mais pour clôturer cette vidéo, en fait je vais le faire en plusieurs volets puisque ce sera la dernière en tout cas de cette série consacrée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans un premier temps, je vais décrire un petit peu la finale, ce qui s'est passé dans cette rencontre entre l'Allemagne et le Danemark et cette victoire donc écrasante et éclatante de l'équipe du Danemark. Je vais revenir dessus assez rapidement. Aussi, ce sera l'occasion pour moi dans un deuxième temps de revenir sur les 3 enseignements concernant les équipes de France masculines et féminines, même si on a déjà beaucoup parlé, évoqué beaucoup de sujets lors de ces dernières vidéos, mais on va quand même faire une conclusion générale et un récap. Et enfin, en dernier lieu, on parlera davantage de enthousiastique, voilà, et du plaisir que j'ai eu notamment à couvrir ces Jeux Olympiques et que ça fait maintenant un petit quelque chose, maintenant que c'est terminé et que on arrive à la fin d'une sacrée aventure qui aura duré quand même 2 semaines et demie. Et il y a des choses à dire là-dessus et également à la toute fin des annonces parce que l'aventure enthousiastique ne fait que commencer, crois-moi, même si les Jeux Olympiques se terminent. On va évoquer ça à la fin de cette vidéo, donc reste bien connecté jusqu'au bout. Dans un premier temps, la finale du tournoi masculin qui s'est terminée donc sur une victoire, la victoire de l'Allemagne sur le Danemark sur le score de 39-26. À la mi-temps, il y avait 21-12 pour le Danemark qui a déjà, depuis la 11e minute, on sentait que le Danemark avait accéléré, que l'Allemagne n'avait absolument aucunement les moyens de pouvoir revenir. Donc 21-12 à la mi-temps. Et qu'est-ce que ça donne en quelque sorte pour le Danemark en termes d'efficacité? Il y a eu donc 39 buts marqués sur 52 tentatives. 39 sur 52, t'as bien entendu, ça fait une efficacité à 75%. Écrasant. 75% d'efficacité, c'est-à-dire que sur 4 tentatives, tu marques 3 buts sur 4 tentatives à chaque fois, avec un taux de réussite comme ça, écoute, tu ne peux que gagner et gagner largement. Tandis que l'Allemagne en face, 26 sur 45 seulement à 58% de réussite. Et tout en sachant que, voilà, on mesure sur l'ensemble du match, mais on a bien vu que depuis la fin de la première mi-temps, que le match était déjà plié, d'une certaine façon, et que l'Allemagne ne pouvait pas revenir. Sinon, en termes de ventilation des buts dans cette finale, pour le Danemark a été fort en percée, mais c'est leur jeu, complètement, avec des Gitzel, des Pitlick, des Rasmus Lauge complètement incontrôlables, à 9 sur 10 donc en percée, 9 sur 12 à l'aile. Là, ils ont un petit peu plus joué à l'aile qu'ils le font d'habitude, donc les ailiers ont été un petit peu plus fournis. D'ailleurs, Magnus Landin, le frère de Niklas, a bien été servi, et je t'expliquerai un petit peu dans le détail au niveau des statistiques, plus au niveau des joueurs. 5 sur 6 donc à l'aile, 5 sur 5 en contre-attaque. Et du côté de l'Allemagne, on ne peut que voir qu'à 9 mètres, il y a eu un petit 10 sur 23 et 7 sur 11 à 6 mètres, avec notamment Yannick Kohlbarer qui s'est pas mal fait signaler. Andrej Gola, on l'a quasiment pas vu de la rencontre. Et par contre, Jurek Nord, voilà, qui a été le meilleur Allemand, mais dans un marasme absolu, quoi. C'était vraiment... l'Allemagne a complètement raté cette finale et complètement passé au travers, mais vraiment, et on les voyait en interview après derrière, on voyait que Jurek Nord était très marqué de sortir de cette façon-là, de terminer les jeux de cette façon-là. Comme pour l'équipe de France, j'ai envie de dire, en fait, et pourtant l'Allemagne a battu l'équipe de France en quart de finale, on peut perdre aux Jeux Olympiques. On peut perdre même dans un match de championnat, même dans ton match de championnat de National 3 ou de Prénat ou en départemental. On peut perdre. Par contre, on n'a pas le droit d'être ridicule. Et Jurek Nord, c'est clairement ce qu'il a dit. Il a dit que clairement, là, on s'est affiché. Et là, il va falloir tirer des leçons. L'Allemagne est une jeune équipe et tu verras qu'elle aura largement de quoi se relever après cette débâcle en finale olympique à Lille, au stade Pierre-Mauroy. Et donc, je te disais, si on revient maintenant au stade un petit peu plus individuel, du côté du Danemark, on a un Mathias Gitzel intouchable.
Il a d'ailleurs été élu MVP du tournoi. Et qui d'autre pourrait le contester? Absolument personne. Matthias Gidsel finit ce match à 11 sur 13. C'est le record absolu pour une finale olympique. Personne, absolument personne, aucun joueur n'a marqué plus de 11 buts en finale olympique. Matthias Gidsel est donc le nouveau recordman du genre, même si je pense bien qu'il doit s'en ficher un petit peu, mais il faut quand même le signaler. 11 sur 13 donc pour Matthias Gidsel. Deuxième meilleur marqueur du Danemark, c'est donc Magnus Lundin, tel que je le disais, l'ailier gauche a scoré à 7 sur 8 et a bien été servi. Et on continue sur le côté gauche avec Simon Pitlick qui lui termine la rencontre à 6 sur 10, honorable. Aussi, juste en dessous, on a quand même Rasmus Lauge, le demi-centre. Lauge Schmidt a fait une excellente rencontre à 5 sur 5. Donc là, autant te dire que la base arrière du côté du Danemark, elle a de très beaux jours devant elle. Mention pour les gardiens, Niklas Landin à 10 sur 34 à 29% pour sa dernière avec l'équipe nationale danoise. Emil Nielsen finit à 3 sur 5 à 60%. Emil Nielsen d'ailleurs qui était très ému sur le podium des Jeux Olympiques, qui était très heureux, on le sentait vraiment, on sentait qu'il y avait encore autre chose au-delà de tout ça. Cette médaille d'or représente beaucoup pour lui. Et évidemment, vous le savez, hein, si vous me regardez, que vous êtes du côté du H, du côté de Nantes, vous pouvez avoir que de l'affection pour Emil Nielsen, maintenant qui est devenu barcelonais, et qui lui maintenant va prendre la relève de Niklas Landin, puisque maintenant il laisse la place aux autres. Il y a Kevin Müller aussi également derrière dans la partie, il y a un certain Yannick Green qui joue au Paris Saint-Germain, il y a du monde dans les buts du côté du Danemark. Ok, Niklas Landin laisse la place, mais voilà, Niklas Landin reste un monstre absolu et un des meilleurs gardiens que ce sport n'ait jamais comporté jusqu'à aujourd'hui. Et en parlant donc justement de l'Allemagne, on va revenir sur le cas d'Andreas Wolf tout à l'heure au niveau des gardiens de l'Allemagne, mais là on peut constater que pour l'Allemagne, Jurek Knorr a fini à 6 sur 11, donc c'est le meilleur Allemand sur le terrain. Aussi juste derrière lui on a Yannick Kohlbacher qui a marqué à 4 sur 5, et Renard Ushkins qui a été notre bourreau lors du quart de finale, et ben lui a fini à seulement à 4 sur 7, et il a été complètement muselé, réduit au silence par l'équipe danoise en défense notamment. Il n'a pas vu le jour, tout simplement. Mais il a quand même mis 4 buts sur les 26 de la Mannschaft et il est quand même à gratifier d'un magnifique tournoi et un des meilleurs arrière-droits de la compétition sans aucun problème. Dans les buts, donc je te parlais donc d'Andreas Wolf qui, malgré son stratosphérique match, sa stratosphérique demi-finale contre l'Espagne, il n'a pas pu rééditer la performance, et encore, il fallait une défense parce que l'Allemagne s'est fait transpercer de toutes parts en défense. Et un gardien, au bout d'un moment, quand tu es seul, quand tu te fais pilonner dans tous les sens, ça devient compliqué. Andreas Wolf finit à 5 sur 35, à 14% seulement. Et David Spetz, son remplaçant, à 3 sur 12, à 25%. Donc je disais que pour conclure cette rencontre, et pour pouvoir la ponctuer, qu'est-ce qu'on a? On a un Matthias Gidsel, donc recordman du nombre de buts dans une finale olympique, 11. Il est aussi le recordman de buts sur un tournoi olympique. Avant, c'était Mikkel Hansen qui le détenait ce record. Mais maintenant, c'est Matthias Gidsel. Il aura marqué 60 buts en 8 rencontres de ce tournoi olympique. Il finit donc MVP du tournoi. Médaille d'or. C'était le tournoi de Matthias Gidsel. Et il était d'ailleurs MVP du dernier championnat d'Europe. Et ben, écoute, je pense qu'on a en face de nous un joueur absolument générationnel, et en plus de ça c'est un mort de faim qui saute sur tous les ballons, il a même fini dans les panneaux publicitaires pour pouvoir sauver un ballon alors que l'Allemagne à quelques minutes de la fin, alors que le Danemark menait de loin, mais voilà quoi, le gars est un acharné. Et ça fait plaisir à voir un mec comme ça, même si c'est pas tout le monde qui l'aime, parce qu'il a tendance peut-être un petit peu à surjouer ses fautes, à surjouer un petit peu comment dire, à chaque fois qu'il bénéficie d'une faute, que ce soit un renvoi aux 9 mètres ou alors un jet de 7 mètres. Mais quel joueur. Je suis pas certain qu'il va continuer à jouer longtemps avec une telle intensité. À un moment donné, il va falloir qu'il se renouvelle, mais il est encore jeune et ça va venir forcément pour lui. Donc voilà, aussi, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au Danemark, hein, d'une manière un peu plus collective? L'Allemagne, en fait, c'est la 4e équipe dans l'histoire des Jeux Olympiques à faire un perfect. 8 matchs, 8 victoires. On a eu à l'époque de l'Allemagne nazie, l'Allemagne a fait un perfect en 1936. Ensuite, l'URSS, à l'époque, ça ne nous rajeunit pas, en 1988.
puis l'URSS qui est devenue la Communauté des États indépendants, la CEI, en 1992, l'année où l'équipe de France a fini en médaille de bronze, l'année des bronzés, en 92, belle époque, Denis Latou, Jackson Richardson, tout ça, enfin bref. C'était un autre moment. Et aussi la Croatie, donc la Croatie époque Ivano Balic, en 2004, a fait aussi un perfect lors des Jeux d'Athènes. Et donc le Danemark, pour les Jeux de Paris, fait aussi un grand chelem, 8 matchs, 8 victoires, tour préliminaire et quart de finale, demi-finale, finale confondue. Rien à dire, la perfection, le Danemark mérite largement. Et si on mélange les deux tournois, le tournoi masculin ou le tournoi féminin, bah c'est la seule équipe qui fait donc 8 matchs, 8 victoires. Chez les filles, la Norvège a perdu son match d'ouverture et a enchaîné sur cette victoire derrière. Et bah chez les garçons, les Danois n'ont connu que des victoires du début à la fin. Tournoi maîtrisé de haute volée pour la bande de Nikolai Jakobsen. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Pour le match pour la médaille de bronze, pour compléter le podium, c'est l'Espagne qui s'est imposée sur le score de 23-22. C'était aussi un match hyper intense, hautement polémique, en espérant que tout va bien pour Alex Gomez qui s'est blessé sur la toute dernière action qui aurait dû être normalement occasionner un penalty pour l'Espagne. Du coup, la Slovénie a repris la dernière possession, mais n'a pas eu le temps d'aller scorer, n'a pas pu tirer. Et il restait en gros une quinzaine de secondes à jouer. Donc voilà, mais sur ce coup, donc il n'y a pas eu de polémique pour la fin, mais si la Slovénie avait égalisé, ça aurait été quelque chose. La Slovénie avait même réclamé quelque chose lors de la dernière action. Mais bon, c'est le hand, ça arrive dans tous les matchs serrés et âpres, et surtout que la Slovénie perd, mais méritait amplement de gagner. Mais c'est toujours comme ça avec l'Espagne. L'Espagne, ils reviennent toujours de n'importe où. Au bout d'un moment, c'est leur 5e médaille de bronze à l'Espagne. 5e médaille de bronze. Et on compte même pas le nombre de médailles de bronze remportées à l'arrache dans les championnats d'Europe ou dans les championnats du monde. L'Espagne, et voilà, il faut à un moment donner énormément de respect à cette équipe ibérique. Si elle en est là avec ses forces, avec ses armes, mais c'est surtout avec sa connaissance du jeu, sa connaissance tactique. C'est pas encore assez là, à cette herbe d'air là, pour remporter un titre majeur. Mais en tout cas, on salue. J'ai quand même noté que l'Espagne était beaucoup plus fluide à voir jouer quand les frères Douichebaev n'étaient pas sur la base arrière. Ça, c'est indéniable. Mais en tout cas, il faut quand même noter le tournoi de la paire de gardiens de l'Espagne, Gonzalo Pérez de Vargas et aussi Rodrigo Corrales, qui ont été absolument exceptionnels tous les deux. Très réguliers, même s'ils n'ont pas eu de pointe de performance comme l'a fait Vincent Gérard avec la France ou comme l'a fait Andreas Wolf avec l'Allemagne en demi-finale, contre l'Espagne. Mais ça reste quand même une paire ultra régulière, hyper qualitative, et donc une défense de fer pour l'Espagne qui donc complète le podium avec la médaille de bronze, l'Allemagne médaille d'argent et le Danemark médaille d'or. Ça c'était donc pour ces Jeux Olympiques, pour la finale et la petite finale qui a eu lieu donc tout à l'heure. Si on en revient maintenant à l'équipe de France maintenant, sachant que tout a déjà été dit, je ne vais pas me répéter dans cette vidéo, je t'invite à aller consulter, notamment la vidéo de la finale pour les filles contre la Norvège hier, et la vidéo notamment le débrief du cataclysmique quart de finale de l'équipe de France masculine contre l'Allemagne. Je t'invite à aller voir ça, on ne va pas se répéter ici. Toutefois, 3 choses que j'aimerais retenir pour l'équipe de France. Donc c'est donc la médaille d'argent de l'équipe de France féminine après un tournoi de très haut niveau, de très haute facture, mais beaucoup de fatigue, beaucoup d'influx auront été dépensés et donc elles n'ont pas pu défendre leur chance. Elles ont énormément manqué de fraîcheur lors de la finale, même si on pouvait être un petit peu agacé du fait qu'on a manqué d'arguments et qu'on a fait beaucoup de pertes de balles et beaucoup de choses comme ça. Mais clairement, quand tu revois le match un petit peu à froid, tu constates que les Norvèges étaient beaucoup plus fraîches physiquement et psychiquement que les Françaises. Donc la médaille d'argent est méritée et que la France perd son titre olympique contre une équipe de Norvège forcément qui était hyper forte. Mais par contre, on peut être forcément, lorsqu'on est en France et qu'on a connu Stina Oftedal, on peut être qu'heureuse pour elle parce qu'elle s'en va, pareil comme Mikkel Hansen chez les garçons au Danemark. Eh ben, elle s'en va de la plus belle des manières avec une médaille d'or olympique. Ça, c'est juste formidable et on ne peut être qu'heureux pour elle. Et donc, pour le coup, l'équipe de France féminine, ce qu'on peut retenir pour elle, c'est, j'y reviendrai dans mon point suivant, c'est qu'elle a surtout, au-delà de gagner une médaille d'argent, malgré qu'elle ait perdu la finale, elle a quand même gagné énormément de sympathie, d'amour, en volume. Et on va parler de ça dans quelques instants, parce que le deuxième point que je veux marquer, c'est surtout qu'il ne faut surtout pas
qu'on oublie de tirer les leçons de ce qui s'est passé pour l'équipe de France masculine. La campagne a été absolument désastreuse sur le plan du jeu, même s'il y a eu quelques victoires, hein, mais ça a quand même été absolument désastreux. Ça a été ponctué par cette élimination cataclysmique, alors qu'à 6 secondes de la fin, on est supposé passer en demi-finale. Ça, je t'avoue que ça me reste en travers malgré tout. Et j'ai fait ma vidéo là-dessus concernant notamment le match en lui-même, de ce qui s'est passé, mais plus à un niveau un peu plus général. Il va falloir tirer des leçons. Il y a des joueurs qui vont partir. Nicolas Karabatic s'en va, ça on l'a déjà dit. Vincent Gérard et Valentin Porte s'en vont aussi. D'autres joueurs vont arriver. Une nouvelle histoire va être écrite à partir de cet hiver pour les prochains championnats du monde pour l'équipe de France. On attendra avec impatience la liste, sachant que Guillaume Gilles a été maintenu à son poste. Moi, je donne encore un peu de crédit à Guillaume Gilles en dépit de ce qui s'est passé, pour pouvoir simplement, il a une opportunité majeure de complètement renouveler son coaching, de travailler sur lui-même, de travailler sur son leadership et de mettre en place ses idées, de mettre en place son organisation et non plus faire du coaching participatif tel qu'on l'a vu avec le bâton de parole, chacun dit ce qu'il va faire, qui remette Nedim Remili à son poste d'arrière droit parce que c'est là qu'il est le meilleur, c'est là qu'il défonce tout. Mener le jeu, c'est bon, c'est plus possible. On a vu que c'était voilà, que ça manquait de demi-centre. Maintenant, il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Et on a des demi-centres en France. On a du monde au poste avec Emeric Min. Je pense que Quentin Mahé peut revenir. Il peut encore apporter quelque chose, il peut encore contribuer. Il y a d'autres demi-centres encore à venir, même au poste d'arrière gauche avec Kylian Villemino pour faire une super paire avec Elohim Prandi. Ça peut être quelque chose d'absolument génial. Et donc voilà, on a du matos en France. On a de quoi faire et surtout qu'on a des petits jeunes derrière qui poussent, qui arrivent. On a du monde. Je parle même pas de Mathieu Hong sur l'aile gauche aussi également, les gens du PAUC. On va en reparler également forcément d'ici quelques jours. Hein. Petite teasing pour la fin de la vidéo. Je parle de Mathieu Hong, je parle aussi de Tom Pelayo à l'USDK, Dunkerque aussi du côté droit qui fait également des merveilles aussi. J'ai toujours une petite tendresse, même s'il me semble un petit peu loin, pour Théo Avalanche de Mouge aussi également, qui est un super joueur, mais qui doit absolument prouver à Nantes, sachant que Claudio Odriozola, voilà, qui est fraîchement bronzé, lui passe devant un petit peu, mais il faut que Théo bosse, et je sais qu'il travaille énormément, Théo Avalanche de Mouge, j'ai beaucoup de tendresse pour lui. Mais également, et puis également plein d'autres joueurs, comme Théo Monard aussi également au poste de pivot, qui peut prendre la place, faire une belle doublette avec, une belle compète en tout cas, avec Nicolas Tournat et Ludovic Fabregas, qui a encore son mot à dire. Hein. Ludovic Fabregas, il n'a pas fini, même si la campagne était ratée. En tout cas, voilà, ça, au niveau de l'équipe de France masculine, on a du matos, on a de quoi faire, mais il faut se poser les bonnes questions. Et la dernière chose que je voulais dire, en tout cas, c'était l'engouement populaire autour de ces Jeux Olympiques. Voilà, l'engouement populaire, surtout au niveau des filles. 26 664 spectateurs au stade Pierre-Mauroy de Lille pour voir l'équipe de France féminine en finale. C'est le record absolu, sachant qu'il y a eu un autre record quelques jours auparavant pour voir l'équipe de France en quart de finale contre l'Allemagne. Pour les filles, c'est du jamais vu. C'est le record absolu pour un match de handball féminin. Donc ça, il faut l'encadrer. Ça, c'est un truc absolument fort. Ça veut dire qu'il y a de la sympathie, il y a de la tendresse pour cette équipe, et que avec les personnalités qui composent cette équipe de France féminine de handball, et je pense notamment à Estelle Zeminko, la grosse capitaine, quand je dis grosse, pas par le... Hein, attention, comprends-moi bien, mais grosse par le caractère, par l'énergie et par ce qu'elle influe dans cette équipe. Je parle aussi notamment de Méline Docandi, avec sa personnalité absolument géniale, son style de jeu unique et sa vraie personnalité, parce que Méline, c'est une fille qui kiffe la vie, qui profite de chaque instant, et pour avoir déjà un petit peu parlé avec elle, c'est un vrai bonheur, il y a un vrai vent de fraîcheur, cette fille-là, elle est absolument formidable. Mais aussi au niveau technique, Tamara Horacek, il faut l'installer, il faut la mettre dans les meilleures dispositions. Elle est la dépositaire du jeu. Elle a raté sa finale, enfin elle a raté, quoique tu mets 7 buts en finale olympique, dire que tu as raté c'est compliqué, mais elle a eu des trous d'air. Et quand tu vois ce que Stine Oftedal a fait, je pense que Tamara Horacek a le niveau pour pouvoir avoir le même niveau de carrière que Stine Oftedal. Franchement, Tamara Horacek, je lui souhaite rien de moins que le meilleur. Et en tout cas, elle peut porter, d'un point de vue technique, cette équipe de France bien comme il faut. Aussi, pareil, Chloé Valentini sur l'aile gauche, également, même si elle a été sacrée meilleure ailière gauche lors du dernier mondial, elle a été un petit peu effacée pendant ces Jeux Olympiques, même si
pour le coup, la combinaison, la connexion avec Tamara Horacek sur le magnifique Kung Fu, et ben là, ça a fait le tour des réseaux, hein, ça a bien tourné. Ça, c'est le genre de type d'action, le type de choses, tu vois, avec le spectacle, avec le jeu instinctif qu'on a, et ben on attire énormément de sympathie au niveau du public. Et donc forcément, ben, au niveau de l'équipe nationale, c'est cool. Maintenant, après, pour défalquer ça sur la Ligue Butagaz Énergie ou sur la deuxième division, ça va être un petit peu plus complexe, surtout que pendant les Jeux, on a appris des nouvelles forcément pas très cool, notamment du côté de Nantes, avec des clubs qui ont beaucoup de mal à se maintenir, avec des conditions qui sont drastiques pour pouvoir maintenir une équipe professionnelle, que ce soit en première ou en deuxième division. Mais il faut venir dans les salles quand même. Il faut venir dans les salles, aller soutenir même les joueuses qui ne sont pas internationales, allez voir l'équipe de handball féminin la plus proche de chez vous. Enfin, moi, je dis ça parce que je suis déjà engagé en tant que speaker à Mérignac, donc forcément, moi, j'ai le beau rôle. Mais voilà, même si il y a forcément un club de hand de très haut niveau proche de chez vous, allez leur donner du love, allez les soutenir, remplissez les salles et faites des belles salles, qu'on fasse des belles ambiances. Quel que soit le lieu où on peut se retrouver, que ce soit du côté de Saint-Amand, j'ai n'importe quoi parce que c'est le club que j'ai en tête, au-delà de Mérignac naturellement que je supporte naturellement en tant que speaker, mais aussi si vous allez au Paris 92 à Paris, pourtant voilà, qui est une salle, il y a une très belle équipe, mais la salle est aux trois quarts vide la plupart du temps. Il faut aller, tu vas me dire en même temps, il y a la concurrence à Paris, il y a tellement de choses à faire, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais quand vous allez à Strasbourg, par exemple, Strasbourg à Rhenheim-Trüstersheim, il y a une très belle ambiance là-bas. Quand on va également du côté de Chambray, il y a toujours une très belle ambiance là-bas. C'est chaleureux, c'est beau, c'est magnifique. Voilà quoi. Et quant à Metz ou à Brest, alors n'en parlons même pas, parce que là je sors un petit peu du duo Metz-Brest pour illustrer, parce que c'est toujours rempli là-bas, il y a toujours des ambiances de dingue, des travaux qui sont faits énormes de la part des différents clubs, voilà, c'est toujours rempli. Mais là il faut qu'on ait que toutes les salles de hand en France soient toutes remplies pour qu'on arrive de manière massive déjà, pour drainer un maximum déjà de public et d'audience et surfer sur ce qu'a fait l'équipe de France au niveau international pour que ça se défalque après dans les clubs et bien sûr les performances des clubs français dans les différentes coupes d'Europe pour qu'elles puissent représenter le handball français partout où on va. C'était déjà le cas avec Nantes l'année dernière qui a fait le Final Four de l'European League. En tout cas, voilà, il faut que cette année, pour l'équipe de France féminine de hand, voilà, qui doit absolument, mais absolument gagner en visibilité pour se sortir un petit peu de l'ornière de cette morosité sur le plan financier que pas mal de clubs ont. Là, l'équipe de France a mis la barre très haut et donc on se doit au niveau local après derrière de surfer là-dessus. Enfin, c'était mon petit mot, mon petit cri du cœur par rapport à cela. Alors tu vas me dire, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi je fais ma part, en tout cas à mon niveau en tant que speaker et en essayant de monter enthousiastique, revenir de manière très régulière pour pouvoir booster notre sport. Même si au niveau des filles, ça va être compliqué parce que comme je t'ai dit, je suis déjà actif pour un club. Ça va être compliqué de faire des previews ou de faire des choses comme je le fais pour les garçons. Où là, pour le coup, là, je suis beaucoup plus à mon compte, libre de dire ce que je veux, de faire comme j'ai envie. Mais voilà, tu vois où je veux en venir. S'il y a d'autres influenceurs, d'autres youtubeurs, d'autres personnes sur les réseaux qui peuvent prendre la parole et qui ont aussi également des choses assez concrètes à dire, bah là, ce sera une superbe chose de pouvoir porter la voix. Le handball féminin en a besoin de fou, sachant qu'au niveau du handball masculin, c'est déjà ultra structuré et même il y a des réflexions qui se font pour développer encore plus. Mais là, au niveau des filles, on en a grave besoin. Donc voilà, toutes les bonnes énergies, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Tu peux répondre en commentaire si tu es avec moi. Voilà, c'était donc ce que je voulais dire et c'était juste une très belle compétition et là je vais clôturer cette vidéo avec ce qui se passe pour Enthusiastic. En tout cas, le mouvement a démarré là depuis les Jeux Olympiques. Alors la chaîne existait déjà avant, hein, j'ai essayé un ou deux trucs à la sortie de mes matchs, lorsque je sortais de mes matchs avec Mérignac ou lorsque j'allais voir du handball en Gironde ou lorsque j'allais à Pessac en deuxième division féminine ou lorsque j'allais expliquer pour Bios, j'ai essayé 2-3 bricoles, mais j'ai pas structuré autant les choses que je l'ai faites là pour les équipes de France au niveau des Jeux Olympiques. Donc je profitais de cette opportunité là et sachant que ça tombait l'été et qu'il y a toujours moins d'activité l'été au niveau du handball, donc on n'avait que ça, j'avais que ça à penser. Donc j'ai voulu faire quelque chose de structuré, professionnel non, parce que là tu me vois, je tourne les vidéos avec mon téléphone, hein, donc voilà, je fais avec ce que j'ai. Mon trépied, c'est mon trépied que j'utilise pour mes autres contenus que je fais dans d'autres activités.
Et voilà, je voulais profiter de l'occasion pour pouvoir lancer le mouvement enthousiastique. Je pense que c'est bien parti. Maintenant, après, il y a le jeu des algorithmes. Après, voilà, j'ai voulu développer Instagram. C'est très compliqué à développer sur cette plateforme. Mais en même temps, sur YouTube, je voulais faire des vidéos qualitatives au niveau de l'explication, au niveau de la vulgarisation, au niveau de la pédagogie. En même temps, apporter une touche statistique et analytique parce qu'on a besoin de concret, de partir sur des choses très solides, très dures, pour après commencer à avoir une réflexion sur le jeu un petit peu plus poussée, mais en même temps, il s'agit également d'apporter une lumière au-delà du public qui suit le handball de manière régulière, voilà, des geeks handball qui sont là tous les week-ends dans les salles ou qui jouent en club ou ceci, cela, mais aussi en même temps aller toucher un petit peu plus large au niveau d'un public qui regarde l'équipe de France de handball juste pour les grosses occasions ou alors qui va regarder juste pour quand il y a des beaux résultats qui se font en Coupe d'Europe ou des choses comme ça. Donc là, j'avais remarqué qu'au niveau du handball, il n'y avait pas, voire très peu de contenu un petit peu qui rentre un peu dans les détails. Il y a pas mal de podcasts, mais on reste beaucoup dans notre entre-soi, un petit peu dans des entraîneurs qui parlent aux entraîneurs. Là, j'ai ouvert un podcast également où j'ai parlé avec Dominique Bouziane. Il y a le lien d'ailleurs dans la description, le lien de ce podcast que j'ai fait juste avant les Jeux, où on parle de speaker à speaker. On revient un petit peu sur l'histoire récente du handball français, que ce soit côté masculin et un peu aussi du côté féminin. Donc il faut parler de notre sport qui véhicule de super valeurs et qui véhicule également de la performance, puisque même si là au niveau des gars on n'a pas été bon, mais au niveau des filles il y a quand même médaille d'argent, donc là il y a quand même beaucoup de choses à développer à partir de là, mais il est essentiel qu'on prenne la parole maintenant, et donc moi c'est ce que je m'attelle à faire. Je me suis pas mal bataillé avec des gens sur les réseaux, notamment sur Facebook, au travers de personnes voilà, où on n'avait pas forcément les mêmes points de vue, mais tant que c'est fait dans le respect, bien entendu, ben voilà, on peut parler, on peut échanger, parce qu'il y a des gens qui lisent nos échanges, il y a des gens qui se cultivent, il y a des gens qui veulent en savoir davantage, et c'est notre sport qui gagne à la fin. Donc enthousiastique a toutes les raisons d'exister. Je me suis servi donc du contexte des Jeux Olympiques pour lancer quelque chose, et je vais continuer après derrière, puisque c'est ce que je te disais en début de vidéo. Je vais continuer l'aventure enthousiastique, notamment, et te faire une campagne de preview. 16 vidéos pour présenter les 16 équipes de la Ligue Imoli Star League, avec donc les 16 clubs, que ce soit, on va commencer avec Istres et terminer avec le Paris Saint-Germain. On va parler de Chartres, on va parler de Cesson-Rennes, on va parler de Montpellier, on va parler de Chambéry, on va parler de Créteil. Créteil, l'US Créteil, oui, c'est mon club. l'US Créteil à la base. On va parler d'Ivry, on va parler de tous les clubs qui composent la Ligue Imoli Star League, de Nantes aussi également, de Toulouse, et tout ça, tous les clubs de Ligue Imoli Star League. Une preview par jour pour présenter chaque équipe qui vont se disputer au championnat. On va commencer le 21 ou le 22 août, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on va commencer. Il y aura une vidéo par jour qui va sortir, et on va clôturer notamment la veille de la reprise du championnat, qui reprend donc le 5 septembre, la première journée, pour présenter ces équipes, également faire des pronostics. On va présenter exactement comme j'ai fait pour l'équipe de France, les équipes de France olympiques. Il y aura le Yago, on va revenir sur ce qui s'est passé en arrière, les choix tactiques, la présentation des effectifs, également les effectifs de chaque équipe. Et on va, rien ni personne ne sera occulté, on va faire les choses de manière très professionnelle le plus possible, on va structurer les choses. Et le but du jeu, c'est pareil que forcément, là comme je vais aller club par club, il se peut que je dise 2-3 saucisses de temps à autre, et il y a des gens qui vont me corriger, et puis on va améliorer le truc, améliorer le produit. Là je filme avec mon téléphone, j'espère avoir un autre téléphone ou une caméra pour pouvoir structurer un peu plus les choses. Là peut-être mettre des petits inserts à certains moments pour faire des éléments, montrer des petits éléments statistiques, voir où est-ce que je trouve mes sources, pour que je puisse te donner également comment je construis mes vidéos, et comment surtout je vérifie mon speech. Par exemple, là pour te donner les analytics pour les Jeux Olympiques, j'ai été sur le site des Jeux Olympiques qui est très complet, les équipes d'Omega qui livrent des données également en temps réel qui sont hyper performants, et donc forcément pour faire des analyses tout de suite, on peut aller très loin. Au niveau du championnat de France, on peut faire aussi également des choses très précises, au niveau de la fédération qui fournit pas mal de données, aussi également au niveau de la ligue qui fournit pas mal de choses aussi également. Donc il s'agit juste de se connecter, de se parler les uns les autres, et de se dire tiens voilà, je fais quelque chose autour du handball, mais seulement j'ai besoin que des données soient produites. Il y a également les gars de Dataset et Match qui sont également très pointus au niveau des différents championnats de France, qui peuvent donner également des tonnes de ressources aussi par ailleurs. Donc big up à eux. J'en fais tomber mon stylo. Big up à eux s'ils regardent cette vidéo. En tout cas voilà, on se rassemble tous ensemble, et l'idée c'est enfin, pour qu'on puisse peser au niveau du handball,
qu'on crée une communauté forte. Et moi, j'ose prendre la parole pour pouvoir faire en sorte que notre sport puisse peser encore davantage. On a encore du chemin par rapport aux sports majeurs que sont le basket, le foot, bien entendu, et le tennis. Mais on va se prendre par la main, on va y arriver, on va faire quelque chose d'intéressant. Voilà, je termine cette vidéo, cette série sur les Jeux Olympiques au travers de tout ça. Donc je te retrouve très bientôt pour une prochaine. J'espère que ça t'a plu. Tu commentes, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu fais passer le message enthousiastique un petit peu partout. Les Jeux Olympiques, c'était juste fantastique. Le handball est fantastique. La voix enthousiastique fait passer le message. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!